Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes et trouver l'inspiration pour se transformer grâce aux médecines naturelles, à la spiritualité et au voyage, voilà l'ambition que j'avais en créant ce podcast. Je suis Louise, ex-agent de voyage, étudiante en naturopathie et en yoga. Ici, nous partageons, mes invités et moi, nos réflexions sur le bien-être holistique, nos expériences d'éveil spirituel et nos déclics qui nous ont aidés à avancer dans la vie. Alors commence par prendre une grande inspiration, ouvre bien ton esprit et tes oreilles, prépare-toi à recevoir plein d'ondes positives. Et si le podcast te plaît, merci de le noter sur Spotify ou Apple Podcast et partage-le autour de toi ou tag-moi dans ta story. Merci du fond du cœur d'être là, je te souhaite une bonne écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, écoutez je suis à Bali, j'ai passé la semaine à bosser dans des cafés et à chercher des maisons pour chercher une maison pour m'installer pour les prochains mois. Donc il y a vraiment pire comme vie et puis voilà, c'est le premier épisode solo que je fais depuis que je suis arrivée à Bali. Et donc, comme vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, j'ai terminé mon yoga teacher training il y a 10 jours. Et c'était vraiment une expérience incroyable. Et j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Je sais pas vraiment par où commencer, alors je préfère vous prévenir que j'ai décidé d'arrêter de faire des épisodes solo où j'écrivais tout à l'avance, le moindre mot, parce que c'est ça que je faisais avant. Et en fait, j'en avais marre parce que c'était très chronophage. Mais surtout, j'en avais marre de moi, de pas être capable, en fait, de juste prendre mon micro et de vous raconter des choses. Parce que les épisodes solo que je fais, c'est juste moi qui raconte des choses et je devrais pas avoir besoin de tout écrire et de tout préparer à l'avance. Voilà, il faut juste que je prenne confiance en moi et que j'ose parler sans préparation, juste dire ce que j'ai sur le cœur. Et que voilà, pour la durabilité de ce podcast, il faut vraiment que je m'habitue à juste prendre le micro, dire ce que j'ai à dire, publier, parce que trop de overthinking, ça me prend trop de temps, ça met trop de pression, donc voilà, donc désolée si parfois je me perds, si parfois c'est pas forcément très fluide ou si je vais pas droit au but tout de suite, j'essaierai de faire les meilleurs montages possibles pour que ça aille quand même à l'essentiel, mais voilà. Alors, mon yoga teacher training. Alors, commençons par le commencement. Donc, ça fait à peu près 8 ans que je fais du yoga et j'ai décidé de faire un yoga teacher training à la suite du coup du Covid, etc. et de la fin de ma courte carrière dans le milieu du voyage. Et donc il y a un an j'ai décidé de partir à Bali et de tout préparer dans ma vie pour partir à Bali et que du coup j'allais attendre ce moment pour faire mon yoga teacher training. Alors dans l'idée de devenir professeur de yoga. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des yoga teacher training sans forcément avoir envie de devenir prof de yoga. D'ailleurs, avoir fait un 200 heures de yoga teacher training ne garantit pas que vous ayez les capacités à devenir prof de yoga. On en parlera plus tard. Donc comment ça s'est passé pour ma recherche ? Alors j'ai recherché mon yoga teacher training sur un site qui s'appelle bookyogaretreats.com qui du coup référence un petit peu et compare tous les prix des yoga teacher training dans le monde et notamment à Bali. Donc j'ai réservé sur ce site-là, j'ai choisi une école qui s'appelle Bali Yoga School parce que c'était le meilleur rapport qualité-prix, on va dire, que c'était dans les moins chers, mais dont le programme avait l'air vraiment sérieux. Les professeurs avaient l'air sérieux, c'était que des professeurs hindouistes, balinais et indiens. C'était pour moi très important c'était mon critère en fait. Je voulais pas faire mon premier 200 heures avec une équipe occidentale. Voilà, après c'est un choix personnel mais je trouve que c'est quand même en tout cas moi ce que je voulais apprendre du yoga, c'était un yoga authentique. Je voulais apprendre sur la philosophie, sur les racines du yoga, sur ce que veut vraiment dire le yoga, et donc pour ça il y a vraiment rien de mieux que d'aller à la source, c'est-à-dire se rapprocher de professeurs qui sont issus de la culture qui a
fait naître, qui a préservé et qui a fait en sorte de partager le yoga, qui sont les Indiens et plus vastement les hindous. Donc il faut savoir que Bali est une île hindouiste dans un archipel indonésien qui est à majorité musulman, mais Bali est purement et strictement hindouiste avec une spiritualité et une culture religieuse très forte. Donc les Balinais, tout comme les Indiens hindouistes, et donc mes professeurs, sont baignés en fait dans le yoga puisque l'hindouisme vient du yoga et non l'inverse. Donc on ne peut pas dissocier l'hindouisme du yoga. En revanche, on peut dissocier le yoga de l'hindouisme puisque le yoga est né bien avant que le peuple arien ne construise cette religion à partir de la philosophie du yoga. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris en cours de philosophie et qui était vraiment très intéressant. Je reviendrai plus tard aussi sur tout ce qu'on a appris en philosophie. Alors, je préfère vous prévenir aussi que cet épisode, du coup, ce sera le premier épisode sur mon yoga teacher training. Je pense que là, dans cet épisode, je vais vraiment vous parler de l'expérience, de comment ça s'est passé, quel a été le programme, ce que j'aurais aimé savoir avant d'y aller, ce que j'en ai pensé, ce que je peux donner comme conseil. Voilà, mais je pense que je vais développer plus dans un deuxième épisode quelques expériences, quelques prises de conscience et quelques triggers qui ont été déclenchés pendant le yoga teacher training, parce que du coup ce yoga teacher training, ça a été une énorme expérience d'apprentissage auprès des professeurs, des cours, etc. Mais ça a été une expérience sociale au sein du groupe. On était un groupe de filles avec toutes des traumas, des sensations, des visions du monde différentes. Et nos échanges ont été à la fois riches, intenses et très drainants. Et j'en ai ressorti énormément d'apprentissage à la fois sur moi, sur le monde et sur la façon dont le yoga est perçu par différentes personnes, par différents niveaux de conscience, etc. Donc je développerai ça plutôt dans un deuxième épisode, sinon ce serait beaucoup trop long. À l'heure où sort cet épisode aussi, j'ai publié du coup mon vlog sur YouTube, qui est en fait le concept de la vidéo, c'est une journée dans mon yoga teacher training. En fait, j'ai pris la caméra toute la journée, du réveil au coucher, pour vous montrer vraiment comment ça se passe concrètement, à quoi ressemblent les cours, comment est l'ambiance, comment ça s'enchaîne, etc., etc. Donc, allez voir la vidéo, lâchez un like, un abonnez-vous à ma chaîne YouTube, et j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera envie de tenter l'aventure. Et en fait, j'ai voulu faire cette vidéo parce que j'ai pas trouvé en fait de vlog ou de documentaire sur comment ça se passait les yoga teacher training en Asie, donc voilà, j'espère que ce sera utile à certaines personnes. Alors, je reviens du coup à comment s'est passé mon yoga teacher training. Alors, je pense que les conditions étaient assez exceptionnelles dans le sens où on était encore en plein Covid, c'était un peu la fin. Mais il y avait encore une quarantaine de 7 jours au moment où le yoga teacher training commençait. Donc toutes les filles ont dû faire une quarantaine de 7 jours à Jakarta avant, payer un visa business, etc. Donc il y avait beaucoup moins de monde que ce qu'ils ont l'habitude d'avoir. Ce qui fait que du coup, on était 7 en 200 heures. Et elles étaient 4 en 300 heures. On était mélangés du coup, donc le 200 heures c'est la première étape en fait, c'est une première formation. La première formation de professeur de yoga que tu fais, c'est un 200 heures, et si tu veux aller plus loin, tu peux passer un 300 heures pour être du coup à la fin professeur de yoga 500 heures, qui est quand même un grade un petit peu plus certifiant quand même, parce qu'on le verra aussi plus tard, un 200 heures ne garantit absolument rien à votre qualité de professeur en tant que tel. Donc on était, du coup 7 plus 4, 11. J'étais la seule française. Il y avait du coup une mexicaine, 2 ou 3 allemandes, une espagnole, 2 filles des États-Unis et une fille de République tchèque. On avait toutes un niveau assez différent.
il y avait des filles qui n'avaient jamais vraiment fait de yoga avant. Donc une des filles n'avait jamais vraiment pratiqué de yoga, mais elle était très fit, quoi. Elle était très sportive, etc. et très spirituellement ouverte, on va dire, et donc elle s'est très bien adaptée et elle a adoré. Il y avait aussi une autre fille de qui je vais beaucoup parler parce que, enfin, peut-être pas aujourd'hui, mais dans le prochain épisode, parce qu'elle a été vraiment le trigger de tout le monde. Elle nous a toutes déclenché des grosses nervosités. Donc c'était une fille américaine qui visiblement n'avait jamais vraiment fait de yoga classique, ni de hatha, ni de vinyasa, ni d'ashtanga, mais qui avait fait une retraite de Kundalini un jour, et elle avait essayé tout de suite de devenir professeure de yoga Kundalini, et ça n'avait pas marché pour elle, donc elle a décidé de venir faire un yoga teacher training classique, mais elle n'avait jamais vraiment pratiqué, et donc ça peut être complètement ok. Mais il y avait aussi d'autres filles qui avaient un très bon niveau, qui pratiquaient depuis 3, 4, 5, 10 ans, plusieurs fois par semaine, voire plusieurs heures par jour. Donc il y avait des filles très sportives, très musclées, qui étaient à fond dans dans le yoga physique, quoi, qui étaient préparées physiquement pour l'intensité physique du training, et d'autres qui étaient moins sportive. Il y avait une fille qui était en surpoids, qui avait commencé le yoga, qui faisait plutôt du yoga yin depuis 6 mois. Donc pour ces personnes-là, c'était quand même assez challengeant physiquement. Mais en fait, ça a été challengeant pour tout le monde. Même la fille la plus fit a eu droit à son nervous breakdown et a dû arrêter la pratique physique pendant 1 ou 2 jours. Et ça a été mon cas aussi. Enfin bon, j'en reparlerai aussi un petit peu plus tard. Au niveau du programme, du coup, comment ça se passe ? À 5h, on est censé se réveiller. Ils allument les lumières dans l'école, donc nos bungalows sont tous à peu près les uns à côté des autres. Donc on se réveille vers 5h, 5h30, et à 5h45, en fait, entre 5h30 et 6h, on se réunit toutes pour faire la chat karma, qui sont en fait des rituels de purification du corps que les yogis sont censés faire avant toute pratique en se réveillant le matin. Alors la chat karma inclut des rituels de purification qui sont pas forcément quotidiens, notamment les purifications des intestins, de l'estomac, etc. On en a fait un d'ailleurs, une purification de l'estomac, je vous raconte ça juste après. Mais du coup, ce qu'on fait quotidiennement, du coup, c'est les rituels de purification du nez, c'est-à-dire tout ce qui est jalaneti, la pratique du neti pot. Vous savez, on a un petit ustensile où on se passe de l'eau chaude salée dans une narine et on fait ressortir l'eau par l'autre narine, avec ensuite des exercices de respiration pour faire évacuer l'eau et du coup se déboucher les narines en gros, hein, c'est aussi bête que ça. Donc avec des pratiques comme ça plus ou moins avancées. Donc on est censé faire ça entre 5h30 et 6h, plus un échauffement du corps, quelques 4KO, quelques étirements pour échauffer nos articulations, pour être prête pour commencer le premier cours de pranayama du matin. Donc pranayama, c'est les cours de technique respiratoire yogique. Donc on avait du coup cours de pranayama de 6h à 7h avec notre prof Shanti, qui était une prof géniale, qui a pas forcément pratiqué le yoga physique, mais qui est à fond dans tout ce qui est méditation pranayama, qui a passé énormément de temps en Inde dans des ashrams, plusieurs années, et donc qui a énormément travaillé les écrits sur le yoga. Donc c'était notre prof à la fois de pranayama, de philosophie et de méditation, et c'était vraiment elle faisait l'école à elle toute seule en fait. C'était elle toute seule, c'était vraiment l'intérêt d'avoir choisi cette école. Elle était vraiment incroyable.
Donc on avait cours de pranayama de 6h à 7h avec Shanti. Donc au début, on a fait surtout du théorique pendant 3-4 jours. On a uniquement fait du théorique et ensuite on est passé à la pratique et après de temps en temps, on faisait un petit peu de théorique, un peu de pratique. Et donc on a balayé un peu comme ça une dizaine de techniques de pranayama sur différents niveaux, différentes options à prendre, etc. Donc voilà, c'était super intéressant et maintenant je me sens à l'aise pour pratiquer plusieurs choses et je connais les bénéfices et les contre-indications de certaines techniques respiratoires et je les inclus dans mon quotidien maintenant. Ensuite, on avait du coup à 7h notre premier cours de Vinyasa Flow pendant 1h30, donc jusqu'à 8h30, avec notre prof Ida. Donc Ida qui est du coup aussi une balinaise qui fait des cours de Vinyasa et d'alignement, correction, alignement du yoga, comment bien se positionner, etc. Sécurité, etc. Donc on avait 2 cours avec elle. Donc le cours de Vinyasa, alors on m'avait dit tu verras, t'inquiète, au début ils y vont doucement au niveau de l'intensité des cours. Au final j'ai pas vraiment trouvé. Le premier cours était direct grave intense, donc j'étais quand même plutôt contente de m'être bien préparée avant parce que on a quand même enchaîné direct. Alors je pense que ils commencent peut-être des cours assez challengeants pour voir un petit peu le niveau des gens et ensuite ils réajustent, mais en tout cas voilà, c'était un très bon cours. J'ai vraiment adoré, tous les jours ça changeait et on pouvait faire aussi en fonction de notre fatigue au fur et à mesure du training. Des fois on faisait du yin. Ensuite du coup à 8h30 on avait un break de 1h30 pour prendre notre petit déj. Donc la bouffe était 100% vegan. Il y avait quelques filles qui étaient pas véganes, qu'on demandait des œufs, qui en ont eu, mais sinon c'était quand même c'était quasiment que de la nourriture végane, bio. On avait une cuisinière du coup sur place qui était un peu spécialisée en alimentation saine. Voilà, je crois qu'elle avait guéri d'un diabète très grave. Elle est venue nous présenter sa cuisine un jour. Donc tout était très très bon, beaucoup de tempeh, du riz, des trucs à base de coco. Après moi c'est vrai que avec ma casquette un peu naturopathie et mon penchant pour l'alimentation vivante crue, au bout d'un moment j'en avais un peu marre parce qu'il y avait quand même beaucoup de cuit, beaucoup de riz, beaucoup de tofu, donc pour moi au bout d'un moment j'en avais un peu marre, donc j'achetais des fruits en plus pour manger des fruits en début de repas, mais on avait quand même bien à manger, on était bien nourris, donc pas de soucis par rapport à ça. Ensuite à 10h on avait cours de philosophie pendant 1 heure, donc c'était vraiment passionnant, c'était notre cours préféré. Si vous voyez dans mon vlog, je filme un bout du cours, vous voyez que la prof elle est vraiment ultra charismatique. Et c'est là qu'il y a vraiment un intérêt en fait de prendre un yoga teacher training en Inde ou en Asie ou à Bali avec des gens qui sont hindous, ou du moins des professeurs qui viennent d'Asie du Sud-Est, parce que c'est vraiment leur culture en fait. Ils sont baignés là-dedans en fait depuis qu'ils sont nés, donc pour eux ils ont vraiment incarné en fait toutes les branches de la philosophie du yoga. Pour eux c'est naturel, ils ont plein d'exemples à donner, plein d'exemples percutants pour que tu puisses te référer à des moments de ta vie où tu peux te référer au concept de philosophie qui t'explique. Je pense que je ferai des podcasts sur certains sujets de philosophie qu'on a abordés. Donc ensuite, à 11h, on avait un cours d'anatomie. Alors c'était un peu le seul truc nul de la formation, franchement, je vais être honnête avec vous. Après c'était un peu exceptionnel parce que je pense que c'était juste à cause du Covid. Mais on avait du coup un cours d'anatomie sur Zoom, avec un professeur indien qui était en Inde, parce que du coup mon école de yoga, Bali Yoga School, en fait c'est une antenne d'une association indienne qui a des écoles de yoga dans le monde. Enfin en tout cas ils en ont une en Inde, une à Bali, ça c'est sûr, qui s'appelle la Himalaya Yoga Association, un truc comme ça, qui est basée à Rishikesh. Et donc on avait un prof indien basé à Rishikesh qui nous faisait un cours d'anatomie sur Zoom, et c'était nul parce que du coup c'était vraiment juste parce qu'il pouvait pas venir parce que c'était le Covid, etc. Mais genre il y avait pas de PowerPoint, il nous lisait des textes et c'était chiant. Donc on était quand même un peu saoulés parce que l'anatomie c'est quand même un truc c'est quand même important quand tu veux vraiment devenir professeur et enseigner une pratique physique à des gens. Bah il faut que tu connaisses quand même un minimum
un minimum de choses et le cours était vraiment pas fluide. On a appris, on est juste, en 3 semaines, on est juste passé sur tous les os du squelette, mais on n'a pas genre fait des exemples de blessures, enfin voilà. Donc ça c'était un peu décevant, donc faites attention si vous réservez un cours de yoga, un yoga teacher training dans les mois prochains et que c'est toujours le Covid, demandez-leur s'il y a des cours en ligne et tout, parce que nous ils nous l'avaient pas dit, donc au bout d'un moment on leur a dit qu'on n'en pouvait plus et que c'était de la merde et que en vrai c'était grave pas respectueux de nous proposer des cours en ligne alors qu'on avait fait des miracles pour traverser la planète pour venir à Bali, parce que c'était clairement une galère monstrueuse pour pouvoir venir. Donc ensuite du coup à midi on avait le dernier cours de la matinée, donc qui est le cours d'alignement, où là en fait le cours d'alignement en fait comment ça se passe, on passait en revue toutes les postures de yoga, on les faisait une par une, on s'ajustait entre nous, la prof nous ajustait et nous expliquait ce qu'il fallait dire, par où il fallait commencer pour parler de la posture, enfin pour guider en fait nos futurs étudiants à entrer correctement dans la posture. Et on parlait des bénéfices de la posture, des contre-indications, etc. Voilà, donc c'était quand même assez intéressant. Ensuite, à 13h, donc on avait notre déjeuner, et là on avait une pause jusqu'à 16h. Donc on profitait de ce temps clairement pour faire une sieste. Les 2 premières semaines, j'ai fait une sieste quasiment tous les jours, de 1 heure. Parce que j'étais crevée, parce que tu te réveilles à 5h, en plus tu dors pas forcément très très bien, parce que à Bali en fait, surtout avant leur nouvel an qui a eu lieu du coup le 3 mars dernier, ils répètent leur musique pour leur parade, et la musique balinaise c'est particulier, et les voisins s'entraînaient à leur musique tous les soirs. Et en plus, quand t'habites dans un bungalow à Bali, tu as souvent des petites visites la nuit de rongeurs qui courent sur ton toit ou carrément sur ton lit. Donc on dormait pas forcément toujours très bien, donc on avait besoin de faire des siestes et de se coucher tôt. Et ouais, je reparlerai juste après de comment je vous conseille de vous préparer, mais vraiment reposez-vous, hein, parce que ça va être intense et drainant physiquement. Pendant cette pause aussi, et surtout à la fin, à partir de la 2e semaine, on travaillait aussi, on révisait nos cours pour les examens, et on devait créer nos flows pour nos examens, donc on s'entraînait aussi pendant ce moment-là. Et à 16h, du coup, on avait notre 2e cours de yoga qui était notre cours d'Ashtanga. Alors j'avais jamais fait d'Ashtanga de toute ma vie. Donc l'Ashtanga c'est une pratique de yoga où en fait c'est toujours les mêmes séries de postures enchaînées rapidement et avec une intensité quand même assez élevée. Donc c'est un yoga qui est très physique, qui est beaucoup basé sur la discipline en fait et la force et la souplesse. Et c'était on avait très peur parce que dans cette pratique de yoga aussi il y a certaines séries ou certains cours où tu dois répéter une salutation au soleil 108 fois. Du coup je me suis dit oh là là, ça va être trop dur. Et bon, c'était challengeant physiquement, c'était le cours le plus challengeant clairement, mais ça l'a fait. Et dans tous les cas, même en Ashtanga, il y a toujours des options pour tout le monde, pour que tout le monde puisse faire le cours et travailler à son niveau. En plus de ça, donc j'ai eu énormément de chance parce que la prof que j'ai eue, notre professeure d'Ashtanga, Nikki, elle s'est présentée en fait direct à la cérémonie d'ouverture, parce que oui, du coup je vous ai pas raconté, mais le premier jour on a juste fait une cérémonie d'ouverture où on s'est toutes réunies en cercle, on a médité, chanté des mantras, on s'est présenté une par une. C'était assez intéressant. Les professeurs se sont aussi présentés un par un, donc c'était assez cool. Ça a vite brisé la glace et ça nous a toutes mis dans une ambiance un petit peu à la fois de lâcher prise et de tomber les masques et de sincérité, etc. Et donc du coup cette professeure d'Ashtanga nous s'est présentée à nous le premier jour en nous disant qu'elle avait guéri d'une scoliose, enfin qu'elle avait une scoliose très prononcée étant jeune et que elle avait du coup quasiment guérie, enfin que maintenant sa colonne vertébrale est complètement ok. Quand tu la vois, t'as pas l'impression qu'elle a une scoliose, elle se tient très droite et elle est très forte, etc. Et elle s'est présentée à nous du coup en nous disant ça, donc tout de suite j'ai levé la main et je lui ai dit ah mais moi aussi j'ai une scoliose incroyable, c'est un peu mon gros complexe et le gros problème dans mon corps que j'aimerais plus travailler par le yoga. Et du coup ça a été incroyable parce que elle, du coup, son expérience c'est de dire que peu importe ta condition physique et ce que les gens, même les profs, peuvent te dire sur ce que tu ne
sur ce que tu peux et ce que tu ne peux pas faire. En fait, il faut que tu balayes toutes ces croyances limitantes là et que tu décides que tu es capable et que tu peux tout réussir, et avec de la discipline, de la patience et de la sueur, tu peux tout réussir et transformer ton corps et transformer ta vie. Moi aussi, j'avais certaines postures, on m'avait dit ça, il faut pas trop que tu pousses parce que ça va aggraver ta scoliose, ça va te créer des douleurs, etc. Et elle m'a dit non, oublie tout ça, tu peux le faire, justement, il faut que tu forces, parce que c'est justement en forçant ta colonne vertébrale qu'elle va se tourner dans l'autre sens et que tu vas pouvoir guérir, et que ça va être une thérapie pour toi en fait. Donc c'était trop bien parce que elle m'a vraiment coachée. Voilà, je suis allée la voir après entre deux scoliosés. Elle m'a bien coachée, ça a été vraiment une source de motivation et d'inspiration en fait, cette prof. Elle m'a un peu pris sous son aile et enfin voilà, on avait un petit peu cette connivence avec notre scoliose et j'avais beaucoup d'admiration pour elle et je pense qu'elle le voyait et du coup c'était super chouette et ça me donnait grave l'impression que j'avais choisi la bonne école du coup, parce que j'avais trouvé le professeur qui allait pouvoir vraiment me dire ce que je pouvais faire ou ne pas faire avec ma scoliose et c'était trop bien et j'avais vraiment trop de gratitude pour ça. Et après du coup le cours d'Ashtanga qu'on finissait complètement en sueur, on avait 30 minutes pour se doucher et aller au cours de méditation à 18h. Donc c'était un peu speed mais c'était cool. Et le cours de méditation, donc pareil comme le cours de pranayama avec notre super prof Shanti, on faisait en alternance en fait de la théorie et de la pratique. Alors le cours de méditation, ça a été assez intense parce que à la fin de la journée, quand t'es super fatigué, tenir assis le dos droit, ça s'est révélé compliqué pour certaines personnes et il faut savoir qu'en fait, si c'est votre cas, que vous n'arrivez pas à vous tenir en position du lotus droit pendant pendant 1 heure, même au bout de 10 minutes en fait, c'est complètement ok en fait de vous adosser au mur ou même de vous mettre allongé. Moi c'est ce que j'ai dû faire aussi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'aurais dû faire depuis le début, mais en fait on se met énormément de pression et on pense que ok, je suis dans un yoga teacher training, il faut que je sois au top, alors qu'en fait non, t'es pas là pour faire des prouesses, t'es là pour apprendre en fait, apprendre tout court pour pouvoir enseigner après derrière, mais c'est pas le moment de faire des prouesses physiques. Et ça c'est un truc que j'aurais aimé savoir, donc je vais revenir là-dessus juste après. Par rapport à la méditation, notre prof nous a vraiment dit que la méditation c'est quelque chose, c'est un entraînement en fait. La méditation c'est quelque chose qui s'atteint, c'est un état en fait, un état de conscience qui s'atteint, qui arrive sans qu'on puisse vraiment contrôler son arrivée, mais tout ce qu'on peut faire pour essayer de l'atteindre c'est de s'entraîner et d'essayer. Et on a besoin d'être guidé. Elle nous l'a souvent répété. On a besoin d'être guidé par un gourou, mais tout le monde n'a pas un gourou à portée de main. Donc ça m'a vraiment convaincue sur l'intérêt en fait des applications de méditation guidée. Le yoga teacher training aurait pu me faire penser le contraire. C'est pas forcément bien d'avoir des applications de méditation guidée et au final ça m'a vraiment confortée dans l'idée que c'est très très utile. Du coup je suis d'autant plus convaincue après ce training et après tous ces cours de méditation qu'il faut être guidé pour apprendre la méditation. Donc je suis toujours aussi fière de vous rabattre les oreilles avec ça et de vous recommander du coup mon partenaire affilié Evolume, l'application de méditation créée par des gens géniaux, notamment Alexia, la cofondatrice que j'ai interviewée dans l'épisode 15. Je vous offre toujours des cartes cadeaux pour bénéficier de votre premier mois gratuit pour découvrir donc l'application de méditation Evolume. Ils ont des rituels en fait bi-quotidiens de méditation, ce qui fait que vous n'avez pas le syndrome de Netflix à pas savoir quelle méditation choisir aujourd'hui. Elles font toutes entre 5 minutes et 15 minutes et il y a aussi des programmes, en fait plusieurs programmes de méditation que vous pouvez commencer et du coup vous avez un programme quotidien pendant une dizaine de jours que vous pouvez aussi recommencer.
parce que c'est pareil, en fait, la méditation, c'est un entraînement, donc il faut recommencer, en fait, certaines pratiques tous les jours. Donc Evolume est vraiment trop cool pour ça, je vous recommande vraiment à 100% pour avoir vraiment une pratique de méditation guidée et authentique qui va vraiment vous aider à avoir une expansion de conscience, en fait. Donc pour en profiter de ces cartes cadeaux, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en description d'épisode. Il faut absolument que vous passiez par mon lien et que vous vous inscriviez avec mon code sur ce lien sur internet avant de télécharger l'application. Vous pouvez pas mettre mon code dans l'application directement. Donc une fois que vous êtes inscrit sur le lien avec mon code croissante, vous pouvez du coup vous télécharger l'application et vous enregistrer avec vos identifiants qui auront été créés. Voilà, et donc ce partenariat affilié me soutient puisque à chaque fois que quelqu'un s'inscrit avec ma carte cadeau, je reçois une petite somme d'argent qui me permet du coup d'être un petit peu rémunérée pour tout le contenu gratuit que je vous propose. Et sachez que du coup c'est sans engagement, vous pouvez résilier à tout moment votre abonnement et vous pouvez même choisir quel montant vous correspond pour rester abonné. Donc voilà, fin de la parenthèse. Après le cours de méditation, on avait simplement le dîner et ensuite on allait clairement se coucher direct. Donc moi j'avais donc une chambre partagée avec une fille qui venait des États-Unis, qui était d'origine coréenne et avec qui je me suis super bien entendue, même si elle avait que 18 ans, truc de fou. Elle me l'a dit au bout de 3 jours, j'aurais jamais pensé. Et voilà, et les filles, pour certaines c'est vraiment devenu des amies, on est très proches. Et celles qui vont rester un peu à Bali, je vais beaucoup les voir et ça c'est chouette. Donc voilà pour le programme. Au niveau de comment se passent les examens et comment au fur et à mesure de ces 3 semaines, qui c'est au final 3 semaines c'est assez court, comment on en vient à prendre un petit peu confiance en nous. La première semaine des cours de yoga, on fait des cours normaux. La prof donne le cours et voilà, basta. La deuxième semaine, on commence à faire des pop-corns. Donc ils appellent ça des pop-corns. C'est en fait des cours où, à tour de rôle, sans forcément savoir dans quel ordre, la prof désigne une personne pour faire 5 minutes du cours. À tour de rôle, du coup, pendant une semaine, on est chacune passé 5-10 minutes par jour ou un quart d'heure pour faire soit le warm-up, soit le flow, soit les salutations au soleil. En Ashtanga, on avait chacune 3-4 postures par jour. En Ashtanga, par contre, on pouvait préparer, on savait la veille pour le lendemain quelle posture on avait à faire pour bien préparer le cueing et savoir les enchaînements. Mais sinon, en Vinyasa, c'était improvisé. C'était un bon exercice parce que du coup, le premier jour, on était grave nuls, on n'arrivait pas à parler. Et dès le deuxième jour, en fait, notre voix avait déjà changé, notre confiance en nous avait changé. Donc c'était assez ouf de voir comment on progressait rapidement. Et du coup, pour les examens, alors du coup, je sais pas si c'est pareil dans toutes les écoles, mais je pense que ça se rejoint quand même pas mal. Pour le pranayama, c'était un examen de pratique, donc on devait donner un cours, donc on se divisait un cours, les cours de la dernière semaine, par 2 ou 3 personnes, et on faisait chacune une partie du cours de pranayama, donc chacune une technique respiratoire et une mise en méditation, une sortie de méditation. Pour le cours de Vinyasa, on avait toutes un cours de yoga entier chacune. Alors on a pu faire ça parce qu'on était que 7, donc ça nous a pris seulement la dernière semaine, mais par exemple, si vous êtes 15, vous allez pas pouvoir prendre 15 jours pour faire des examens, donc vous allez sûrement faire un demi-cours de yoga ou une demi-heure sur 1h30 de cours de yoga que vous allez faire. Nous, du coup, comme on était 7, on a toutes décidé qu'on allait le faire seul. Donc on a toutes préparé 1h30 de cours de yoga. On n'était pas obligé de faire 1h30, mais au moins 1 heure. Moi, je suis passée en dernière. On a tiré au sort pour savoir l'ordre. Je suis passée en dernière, donc c'était cool parce que j'ai vraiment eu le temps de préparer dans ma tête, de répéter, etc. Et j'étais vraiment fière de moi. Franchement, en arrivant dans la formation, je me demandais vraiment comment ça allait être parce que j'avais jamais enseigné. J'étais pas forcément très à l'aise ni pour parler, ni pour créer un flow en fait. Et au final, bon, j'avoue, tout le monde a à peu près fait ça, hein, mais ce qu'on faisait pour créer nos flows, c'est qu'on regardait des flows sur internet, sur YouTube ou sur nos plateformes où on est abonné, et on piochait en fait à droite à gauche les postures qui nous plaisaient. Donc on devait respecter un thème, voilà les thèmes,
les thèmes de pratique de yoga physique, ça peut être soit flexibilité, soit la force, soit l'ouverture des hanches, l'ouverture du cœur, etc. Et ensuite, du coup, fallait monter un flow en rapport avec ce thème. Et moi, du coup, j'ai créé un flow assez sur le thème, en fait, de l'élément eau. Un flow très fluide qui m'a été inspiré par une carte de tarot du Oshozen Tarot, suivre le courant. Donc en gros mon flow, le mantra de mon flow, c'était Go with the flow, et je pense que je vais filmer ce flow et que je le mettrai sur YouTube un jour pour vous le partager, parce que j'ai vraiment adoré le faire. Et en fait au bout de 2 semaines, et notamment avec aussi cette carte de tarot, j'ai eu une poussée d'inspiration et de créativité, et j'étais vraiment contente de partager ces postures de yoga qui sont mes postures préférées, et cette façon fluide de faire du yoga. Alors on n'avait pas d'examen en anatomie, ni en alignement, mais on avait du coup un examen en philosophie. C'était des questions en fait qu'il fallait répondre par écrit. Ils nous ont donné les questions le jeudi, et on devait envoyer par mail notre dissertation le samedi. Donc on avait 2 jours pour le faire, on le faisait pas pendant le cours. Donc ça c'était cool. Donc on a eu ça pour la philosophie, et aussi pour l'ashtanga et le vinyasa. En plus de l'examen de pratique en cours, on avait un examen écrit où on devait écrire des enchaînements et les bienfaits des postures, etc. Et pareil, on avait 2 jours pour rendre l'écrit préparé tranquille de notre côté. On pouvait utiliser nos ressources internet ou notre livre. En vrai, il n'y a pas de souci, hein. De toute façon, les examens, c'est plus des exercices à faire que vraiment comme on a à l'université des examens où t'as pas le droit d'avoir tes ressources. C'est de la scolastique où t'as tout appris par cœur. Non, là c'est plus de la recherche, de l'intention, et c'est plus un exercice à faire, et une fois que t'as fait l'exercice, du coup tu sais comment faire. Donc il y a vraiment aucune pression à avoir par rapport aux examens en yoga teacher training. Tu reçois pas de notes à la fin, et même si t'as foiré, ça ne changera rien à si t'as ton certificat ou pas. Et donc voilà, pour l'ashtanga, donc on avait aussi un cours à se diviser par 2 ou 3, où on prenait 3 postures, on devait faire chacune. Moi je l'ai fait toute seule parce que la fille avec qui j'étais censée partager mon cours, mon examen, est partie le matin. Elle a abandonné 2 jours avant la fin, ce qui n'a pas empêché d'avoir eu son certificat d'ailleurs, mais bon, je reparlerai de ça plus tard. J'ai l'impression que je vous dis tout le temps ça, je reparlerai de ça plus tard. Désolée, hein, je prépare pas mon podcast, donc ça va être comme ça. Et donc mais quand on partage du coup l'examen d'ashtanga, on est censé prendre, chacune fait salutation au soleil A et B, et chacune prend 3 postures de la série debout, 3 postures de la série assise, 3 postures de la série finale. Et en méditation, non, on n'avait pas d'examen en méditation non plus, ni pratique ni écrit. Après, je sais pas si c'est pareil dans les autres écoles. Donc voilà pour le programme et les examens. On avait du coup une journée off le dimanche où on avait quand même des activités de proposer. Donc le premier dimanche, on a été dans un temple balinais, le temple Tirtha Empul, où en fait les balinais viennent pour se purifier. En fait, le temple est constitué de plusieurs espèces de fontaines où tu viens te présenter à chaque fontaine. Il y en a une 20aine, je pense. Et tu fais un peu le même rituel où tu dois boire l'eau, te mettre l'eau sur le visage et sur la tête en priant. Et c'est censé du coup te purifier. Donc c'était cool, on a fait ça tout ensemble, et j'étais contente d'aller visiter ce temple où j'y étais jamais allée, parce que voilà, c'est quand même un endroit assez sacré où vraiment les balinais viennent pour prier, et voilà, on est dans l'eau, on est plongé dans l'eau, etc. Donc c'est vraiment intense. Tu peux pas juste y aller en touriste comme ça, regarder. T'es immergé dedans. Immergé, c'est le mot, parce que tu vas carrément dans l'eau. Et je l'avais jamais fait parce que c'est aussi un peu une attraction touristique, mais je trouvais que c'était quand même assez. Enfin voilà, j'avais pas envie de faire ça en mode touriste. Donc du coup, j'étais contente de le faire dans ce contexte-là. Du coup, on avait un guide balinais avec nous qui nous a expliqué comment on était censé faire le rituel, et comme
on y allait tôt le matin, et que c'était en période Covid, il n'y avait pas d'autres touristes que nous, donc il y avait beaucoup de balinais, etc. Donc c'était cool. Le deuxième dimanche, ils nous ont amenés à une super belle plage, super loin, un peu dans le nord-est de Bali. C'était trop bien. Et le dernier dimanche, par contre, on était libre. Donc c'était cool aussi d'avoir un moment off où on n'était pas obligé de rendre des comptes et de respecter un programme. Et aussi, on a fait une journée la deuxième semaine, une journée où on a fait du coup la pratique de Kunjal le matin. Donc Kunjal qui est une pratique de purification de l'estomac qui fait partie de la Shatkarma yogique, où en fait à jeun le matin on doit boire 6 à 8 grands verres d'eau salée et se faire vomir. Donc on a fait ça tout ensemble, une par une, à 6h du mat. Et en fait, donc c'est une pratique qui est censée purifier l'acidité et les mucosités de l'estomac. Et donc on a fait ça tout ensemble. La prof nous a montré et tout. La prof l'a fait aussi en face de nous. Donc c'était assez... Enfin voilà, c'est pas tous les jours que tu te fais vomir des litres d'eau devant 15 personnes. Mais c'était quand même intéressant. Après, voilà, on était plusieurs on s'était un peu toutes repérées à avoir eu des problèmes de boulimie, donc on était un peu trigger par ça. Il y avait des filles qui détestaient vomir et qui s'étaient jamais fait vomir de leur vie, donc il fallait leur expliquer comment se faire vomir, et nous, enfin, on était 2-3 dans ce cas-là, où on se disait non mais moi je sais faire. Donc c'était un peu particulier, et donc du coup à la suite de cette pratique, toute la journée, c'était une journée où on n'avait pas de cours, on devait rester 100% silencieuse, on devait pas parler et on devait rester tranquille en fait. On n'avait pas de cours, on pouvait pas parler, et on avait une monodiète de kimchi. Je sais même pas si c'est le bon mot, kimchi ou kichari, je sais pas. En tout cas, on avait à tous les repas, matin, midi et soir, du porridge de riz en fait, au ghee, le beurre clarifié. Franchement, cette journée, c'était quand même assez intéressant. Ça a fait du bien de revenir au calme. On avait quand même le droit de travailler nos cours, mais t'es censé quand même rester dans le silence. Moi, j'ai essayé de jouer le jeu. J'ai bouclé mon portable à double tour dans ma valise, et j'ai utilisé mon ordi pour bosser, mais j'ai pas regardé de vidéos, j'ai pas regardé de films, etc. Ma coloc, elle a regardé une série quand même, mais moi j'ai essayé vraiment de respecter. L'après-midi, je me suis quand même mise dans la piscine et j'ai lu, et je me suis reposée, j'ai dormi, parce que bien sûr quand tu viens de te faire vomir 8 litres d'eau, t'es un peu fatiguée. Donc voilà, je sais pas s'ils font ça dans les autres écoles, et si vous avez fait un yoga teacher training, n'hésitez pas à partager avec moi si vous avez fait ce rituel de Kunjal, ou si vous avez eu d'autres rituels comme ça, une journée un peu particulière dans votre yoga teacher training. Je partagerai aussi votre expérience comme ça dans ma story. Alors, je vais passer à ce que j'aurais aimé savoir avant au sujet de la préparation du yoga teacher training. Donc, comme je l'avais expliqué en story, je suis arrivée en fait... J'ai eu un problème de dos, en fait, pendant le yoga teacher training. En fait, je suis arrivée déjà avec une lombalgie. J'avais énormément bossé, assise, avant d'aller au yoga teacher training, parce que je voulais absolument publier mon premier vlog, et j'avais beaucoup de trucs à finir avant de couper toute autre forme de travail pendant le yoga teacher training. Donc la veille, ou 2 jours avant, j'avais passé 15 heures assise devant mon ordinateur. Et j'avais aussi fait beaucoup de yoga. J'ai fait beaucoup de sport et beaucoup de yoga avant de venir à Bali, pendant ma quarantaine, et quand je suis arrivée à Bali, parce que en sachant que j'avais cette scoliose et en sachant que j'avais souvent des problèmes de dos, je voulais en fait renforcer mon dos et renforcer mes muscles pour être super strong avant d'arriver faire les cours. Et du coup, ben ouais, j'étais strong. J'avais aucun souci pour faire 42 000 vinyasa avec chaturanga sans mettre les genoux au sol pendant le cours d'ashtanga. Aucun souci.
J'étais super strong, j'étais une des filles les plus fit du yoga teacher training, clairement. Mais en fait, je me suis un peu pris en pleine poire que en fait, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, c'était pas forcément ce que j'avais besoin. Et c'est pas parce que t'es strong que ta pratique avancée que tu peux avoir parce que t'es strong va être ce que tu as, va correspondre à ce que tu as besoin, en fait. Je m'étais préparée, mais en fait, je suis arrivée avec mal au dos. Donc en fait, j'ai grave foiré parce que je voulais arriver préparée et reposée et prête pour affronter le défi physique qui m'attendait. Et en fait, je suis arrivée déjà cassée en deux. Au bout de 2-3 jours, j'avais vraiment mal. Et donc j'avais mal dans le bas du dos. J'ai de toute façon toujours mal quand je me tiens droite longtemps à cause de ma scoliose sous mon omoplate droite parce que j'ai une bosse et que ma colonne vertébrale du coup n'est pas droite à cet endroit-là à cause de ma scoliose. J'avais très très mal au lombaire. C'était de pire en pire. Je suis arrivée, j'avais mal, mais au bout de 4 jours, c'était vraiment de pire en pire. Et pourtant, du coup, je faisais mes chaturanga, j'utilisais la force de mes bras et je pensais bien faire. Et en fait, j'étais juste en train d'empirer la situation. Je me suis niqué le genou droit à force de me forcer à rester en position du lotus en cours de pranayama et de méditation. Je pouvais limite plus plier mon genou, en tout cas pas en extension ouverture de hanche, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pouvais plus du tout me mettre en position du lotus avec mon genou droit. J'avais super mal. Et donc j'avais mon genou, mes lombaires, mon milieu du dos parce que j'avais du coup ma scoliose plus un restant de blessure de surf du Maroc. Et je me suis aussi au bout de 15 jours bloqué les cervicales parce qu'on avait des oreillers qui étaient pas ouf. Et du coup, je crois que c'était le lundi soir, au bout d'une semaine, le soir, pendant la méditation, je me suis tout d'un coup rendu compte que j'avais mal partout. Mon corps était endolori, mais j'avais jamais eu aussi mal partout de toute ma vie en fait. J'avais tellement mal partout et je me disais putain, ça fait que 5 jours et je suis en miettes. Je me suis effondrée en pleurs en plein milieu du cours de méditation du soir. Et je restais assise comme ça en lotus et j'avais les larmes qui coulaient et à un moment du coup je relâche mon corps, j'arrondis ma colonne vertébrale. Et je me sens comme une merde, je me dis mais je suis trop nulle, ça fait que 5 jours, j'en peux déjà plus. Et du coup je me mets à pleurer et du coup avec la fatigue et avec tout ce que voilà, les cours de philosophie, les cours de pranayama, les cours de méditation, ça te fait en fait vraiment sortir toutes tes émotions, c'est intense en fait tout ce qui se passe dans ton corps et dans ta tête et du coup j'arrêtais pas de pleurer. À un moment la prof m'a carrément amené un paquet de mouchoirs. J'ai terminé le cours allongé et j'arrêtais pas de pleurer. Genre j'étais en shavasana et j'avais les larmes qui coulaient. Le cours se termine et la prof, à chaque fois que quelqu'un pleurait en cours, la prof disait rien pendant le cours mais elle demandait ce qui s'était passé à la fin du cours. Donc elle m'a fait ça, Louise, what is the trigger? Et j'étais effondrée en pleurs et voilà, j'ai dit en anglais tout ce que je viens de vous dire, que je me sentais comme une merde parce que j'avais mal partout et que ça faisait que 5 jours quoi. Et là du coup la prof m'a dit mais Louise, mais t'es pas là pour faire des prouesses physiques, t'as une scoliose, c'est incroyable tout ce que t'arrives à faire, il faut que t'écoutes ton corps et si t'as mal, il faut pas que tu te forces, t'es pas là pour, je suis pas là pour vous forcer à vous mettre en position du lotus alors que vous en êtes pas capable, vous pouvez très bien vous allonger et tendre vos jambes et quand ça va mieux, vous réessayez la position plus avancée, mais quand vous avez mal, il faut arrêter. Et je me suis vraiment rendu compte et toutes les filles étaient tout le monde m'a pris dans ses bras et genre tout le monde m'a dit mais t'es une des plus fortes d'entre nous et t'as pas à te sentir comme une merde et juste en fait t'as une scoliose et il faut juste que tu te reposes en fait et tout va bien et du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai dû faire une pause en fait le lendemain. J'ai assisté à tous les cours mais je suis restée assise sur des coussins, je restais le dos droit allongé au sol et j'ai été faire de l'acupuncture à Ubud, juste à côté de l'école de yoga. C'était la première fois que je faisais de l'acupuncture et ça m'a soulagée de ouf au niveau du genou, des cervicales et des lombaires. Et donc j'ai rien fait physiquement pendant un jour et le jour d'après j'ai repris tout doucement. Je faisais pas mes chaturanga, j'ai fait mes chaturanga sur les genoux et j'ai vraiment ralenti en fait. Avant de revenir en chien tête en bas, je repassais par la posture de l'enfant. Cette expérience, ce genre gros stop
que mon corps m'a mis. Ça a été ce qui a fait aussi la richesse de mon yoga teacher training, parce que ça m'a forcé en fait à reconsidérer ma pratique. Ça m'a fait réaliser à quel point le yoga, ce n'est pas une pratique pour faire des prouesses physiques. En fait, ce qu'on nous a appris aussi en yoga, quand on repasse tous les 8 membres du yoga, le but du yoga, c'est d'atteindre le samadhi, c'est-à-dire un état de conscience suprême. Et juste avant le samadhi, on doit atteindre la méditation. La méditation non pas en tant que pratique, mais en tant qu'état. Donc vous savez, quand vous faites de la méditation, vous n'êtes pas en état de méditation. La méditation, c'est quelque chose que très peu de gens atteignent. Vraiment seulement des yogis, des maîtres spirituels peuvent atteindre au bout d'années et d'années de pratique. Et tout ce qu'on peut faire en fait, c'est s'entraîner en fait. Donc c'est le 7e membre du yoga, dhyana, la méditation. C'est vraiment le premier but. Et en fait, les asanas, la pratique posturale, c'est la 3e membre du yoga. Et en fait, dans les Yoga Sutras de Patanjali, en fait, Patanjali explique juste que les asanas, c'est juste être assis, en fait. La seule posture de yoga utile, c'est la posture assise en lotus. Tout ce que vous faites avant, c'est pour être capable d'être dans cette position assise. Le seul but du yoga, c'est d'être capable de rester assis, tranquille, sans bouger, pour pouvoir méditer et pour pouvoir respirer. Si vous avez une pratique de yoga physique qui engendre le fait que vous ne pouvez plus vous asseoir et être tranquille pour méditer, vous avez juste perdu votre temps. Ce que les gens pensent de ce qu'est le yoga avancé, c'est-à-dire ce qu'on voit sur Instagram, des postures très recherchées sur les mains, en équilibre, etc., sur la tête. Les gens pensent que c'est ça le yoga avancé, alors qu'en fait le yoga avancé, c'est de rester en position assise pendant des heures. Et ça, j'en avais déjà conscience, mais j'avais pas réalisé à quel point c'était ça, et du coup, ça m'a mis un peu une claque sur l'ego en mode, ouais, meuf, t'es strong, mais en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout, parce que t'arrives pas à rester assise pour méditer. Donc en fait, t'as rien compris au yoga. Donc c'était une leçon mais incroyable et ça m'a vraiment remis à la fois à ma place et ça m'a vraiment mis une leçon d'humilité et en même temps j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial parce qu'en fait le yoga c'est quelque chose qui t'apprend, qui est censé t'aider à être heureux par l'évolution de ta conscience en t'aidant à méditer et à contrôler ta respiration, qui permet l'union de ton âme, de ton corps et de ton esprit. Et en fait, tu n'as pas à faire des exploits physiques. Tu n'as pas à faire des exploits physiques, tu n'as pas à savoir te mettre sur la tête, etc. Alors bien sûr, en fait, toutes les postures de yoga, le hatha yoga, le vinyasa yoga, l'ashtanga yoga, qui sont des pratiques de yoga asana, donc les asanas qui sont uniquement la branche des postures du yoga, ce n'est pas tout le yoga c'est à la fois la philosophie, le pranayama, la méditation, la concentration, etc. Mais du coup, les postures d'asana sont censées simplement te servir à pouvoir rester assis. C'est tout. Ces postures-là ne sont pas censées te faire jolie en fait, c'est simplement pour l'équilibre de ton corps, ton équilibre physiologique, ton équilibre postural, pour pouvoir te permettre de méditer, pour atteindre un niveau de conscience plus élevé. Et ça a été vraiment la leçon que je me suis pris vraiment en pleine poire et à laquelle j'ai été confrontée concrètement et que c'est vraiment la grosse leçon qui m'est ressortie de tout ce training en fait. Ça m'a vraiment appris en fait à faire du tri et à savoir ce qui était bon pour moi et au final, même en ralentissant en fait ma pratique physique, en revenant aux bases, en faisant en prenant des options de posture moins avancées mais plus ajustées. Et au final, c'est là que mon corps s'est vraiment transformé et maintenant je me sens beaucoup plus strong qu'avant justement. Mon chaturanga a complètement changé, je me sens beaucoup plus droite. Je suis capable de faire des choses que j'étais pas capable de faire. Oui, je me sens beaucoup plus ancrée et j'ai l'impression d'avoir vraiment appris à faire ce qui était bon pour moi. Et je pense que c'est ça en fait l'intérêt du yoga teacher training, c'est pas forcément de devenir prof de yoga
En tout cas, c'est pas la garantie d'être... ça ne vous garantira pas d'être capable de devenir prof de yoga, mais ce qui est sûr, c'est que vous aurez appris sur vous-même et que si vous avez mis l'investissement, la vulnérabilité et le courage de suivre avec humilité les cours, vous aurez peut-être une chance de savoir ce qui est bon pour vous, comment gérer votre pratique et comment devenir en fait votre propre professeur à vous. Pas forcément obligatoirement professeur des autres, mais votre propre professeur à vous. Donc voilà, ça a été intense parce que beaucoup de pratiques physiques, quand même 3 heures de pratique intense physique, beaucoup de méditation et de pranayama, parce que bon, même si on est habitué, qu'on fait du pranayama, un peu de méditation, 2 heures par jour assis en position de méditation pour le cours de pranayama et le cours de méditation, c'est énorme. Donc ne vous attendez pas à être... C'est complètement ok, surtout au début, de juste faire les cours adossés à un mur et de s'allonger, de prendre des coussins, parce que on n'attend pas ça de vous en fait. Vous n'êtes pas des yogis. Les yogis, c'est le mot yogi, ça veut dire maître yogi qui a atteint le samadhi en fait, la conscience suprême. Donc nous en fait, on est juste des petits étudiants humbles et on peut s'allonger parce que notre corps il est pas capable en fait, et on peut juste s'entraîner à faire de notre mieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé savoir avant, parce que je me suis beaucoup mis la pression physiquement et en fait ça servait à rien. Le physique, les capacités physiques n'ont rien à voir avec le yoga et vous n'en avez pas besoin pour faire un yoga teacher training. Je pense que je vais arrêter là cet épisode parce que ça fait déjà 1 heure que je parle, mais je peux déjà vous introduire du coup la partie 2 de ce yoga teacher training que je vous partagerai du coup dans une deuxième partie d'épisode. Donc on était vraiment un groupe de femmes, il y avait beaucoup de sororité et d'entraide, on s'est toutes soutenues. Et ça a été intense émotionnellement parce qu'on est toutes passées à la machine à laver émotionnelle. Et on avait du coup énormément de conversations très intenses. Je vous l'expliquerai, mais je pense qu'il faut quand même aussi beaucoup se protéger parce que on n'est pas forcément là pour se faire des copines ou se laisser manger son énergie par certaines personnes du coup qui sont un peu mal en point et qui du coup bouffent un peu l'énergie de tout le monde avec leur trauma, etc. On a eu beaucoup de conversations très drainantes et très triggering, donc je vous expliquerai tout ça. Dans la deuxième partie aussi, j'aborderai du coup pas mal de questionnements que j'ai eu sur l'éthique du yoga et sur l'appropriation culturelle, parce que certaines des filles qui étaient là m'ont déclenché beaucoup de nervosité à ces sujets, et ça a été vraiment j'ai pu observer en fait tout ce que j'aimais pas, tout ce sujet de l'appropriation culturelle dans le yoga. Ça m'a vraiment été servi sur un plateau, des exemples concrets de ce qu'il faut pas faire selon moi, selon mes convictions on va dire. Donc je vous partagerai ça dans l'épisode 2 et voilà, si vous avez des questions, je pense que je vais faire une petite story Q&A, questions-réponses, si vous avez des questions sur concrètement comment ça se passe, de choses sur lesquelles vous vous questionnez, auxquelles j'aurais pas répondu dans cet épisode, vous pourrez peut-être me les poser en story ou vous pouvez m'envoyer des messages et j'y répondrai du coup dans la deuxième partie. Voilà, n'hésitez pas à partager cet épisode, à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. Voilà, j'espère que cette première partie de mon récit sur mon yoga teacher training vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et prenez soin de vous. Bisous.